Ça va être une vidéo dans laquelle je vous partage mon rapport au perfectionnisme, mais également je vais essayer de finir de ranger cette chambre. Sachant que demain, je pars à Paris, je voudrais que cette chambre soit prête à mon retour. Et cette chambre est un peu un doudil en ce moment. Je vous montre ce bazar comme ça, et je vais pas vous mentir. Mais en fait, quand je suis concentrée dans une tâche, j'oublie tout le reste. J'oublie que j'ai une vie. Vous allez entendre du bruit comme ça. J'espère pas tout le long de la vidéo. Il y a rafale de vent ici. Cette histoire avec le perfectionnisme, ça a commencé avec l'impression d'avoir aucun accomplissement, la sensation de n'avoir rien fait. Mais alors, absolument rien fait. Ça, faut revenir un peu en arrière, en 2020, pendant le Covid. Pendant le Covid, moi je suis à l'étranger. Je suis en poste, en mission humanitaire, et je suis tout simplement rapatriée en France pour les questions sanitaires et pour les questions de vaccins, etc. Et du coup, ça marque une espèce de pause dans le temps parce que mon travail, initialement, il est au plus près des populations, en contact avec les associations sur place. Revenant en France, dans une France confinée, mes activités deviennent tout simplement difficiles à mener. Du coup, ça me laisse du temps pour réfléchir et à ce moment-là, il y a énormément d'incertitudes professionnelles. Le fait d'avoir été rapatriée, j'avais aucune idée, moi, de si j'allais retourner ou pas. Normalement, j'étais censée retourner. Et le fait d'être revenue aussi en France, ça m'a convaincue de ne plus retourner. Quand je suis partie, je savais que ça allait être une année pour moi décisive de si j'allais aimer ou pas ce genre de mission et ce genre de travail. Et je suis partie avec beaucoup d'a priori sur la communauté humanitaire. Ça n'a pas manqué parce que quand je suis rentrée, je voulais plus retourner dans un cadre humanitaire. À la fin du contrat, j'ai mis fin à ce genre de mission parce que mes valeurs en fait n'étaient tout simplement plus alignées avec le milieu humanitaire. Dès que j'ai eu l'opportunité de voyager et de quitter mon foyer, je suis partie et je ne suis plus revenue. J'ai eu une pause durant mon master où je suis restée dans la même ville et j'ai passé au moins 6 ans sur place, ce qui était beaucoup pour moi. Mais effectivement, plutôt une vie qui est assez en mouvement, où parfois je me suis retrouvée à déménager peut-être tous les 2-3 ans, si les circonstances de la vie, mais je pense que c'est aussi un mode de vie que j'ai choisi à un moment donné. Vu que j'étais beaucoup en mouvement, ça me prenait déjà énormément de temps d'organiser tout ça, de se concentrer sur le travail, mais à côté, j'avais rien de concret ou de... J'avais pas de routine, vu que j'étais tout le temps en mouvement, tout le temps dans des cartons ou à droite à gauche pour le travail, etc. À ce moment-là, je décide de créer. Et j'en avais déjà parlé dans la première vidéo où je disais justement que la création, c'est mon moteur dans la vie. Je me mets à créer, je crée surtout ma présence en ligne. Donc je me mets à créer essentiellement des formats digitaux. À la base, c'était pour créer de la représentation sud-asiatique. En 2016, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de créatrices sud-asiatiques qui partagent leur expérience, tout simplement en tant que personne issue de la diaspora sud-asiatique, qui parlent de sujets à ce moment-là qui m'importent, c'est-à-dire la justice sociale, le sexisme dans nos familles, le racisme qu'on vit en France. À ce moment-là, je me dis pas qu'il faut que je le fasse par moi-même, je me dis juste j'ai envie de parler de tel sujet, c'est vraiment genre j'ai besoin d'éjecter littéralement ces choses de mon corps. Je me dis pourquoi pas commencer à créer du contenu que moi j'aurais bien voulu voir. Au début j'avais l'idée de créer un blog et au final je me dirige plutôt vers les réseaux sociaux, vers Instagram. C'était des réseaux que j'avais arrêté d'utiliser, mais je me suis dit pourquoi pas tout simplement réinvestir. Et à ce moment-là, donc je commence à créer un podcast, je commence à réfléchir sur comment tout simplement créer de la représentation pour des personnes qui sont sud-asiatiques. Il y a quand même pas mal de gens qui se rameutent à moi, mais il y a aussi un côté négatif qui arrive, c'est les critiques. Ça plaît à une certaine communauté qui est là, qui discute avec moi sur ces sujets, etc. Et donc je me sens pousser des ailes, bien sûr. Je crée un podcast qui s'appelle Ni ton hindou, ni ton backpack. J'ai l'impression que je prends ma voix de podcasteuse quand je vous dis ça. Ni ton hindou, ni ton backpack. Un podcast. Bon, déjà le nom, je reprends les insultes qui sont proférées à l'égard de la communauté sud-asiatique. En soi, hindou, c'est pas une insulte. C'est juste une personne qui appartient à
philosophie, la religion, si vous voulez. C'est des insultes que beaucoup de personnes continuent d'entendre et de subir. Mais je suis en train de me dire, est-ce que je ne suis pas en train d'encourager d'autres personnes à le dire juste quand des personnes parlent de mon podcast? Ça fait que ces personnes le disent, redisent ces termes. Ouais, il y a des communautés qui aiment bien se réapproprier leurs termes, des insultes que ces communautés ont reçues. Moi, ça m'intéresse pas particulièrement, ça m'intéresse plus particulièrement de le faire. À moins que ce soit une action un peu coup de poing, dans un cadre artistique j'imagine, ou dans un cadre de sensibilisation, de faire passer un message. Mais je suis pas fan de réutiliser ces mots-là dans mon quotidien. Sachant que moi je suis de confession hindoue, mais je ne suis pas pakistanaise. Du coup, c'est pas ma place non plus d'utiliser le mot backpack, même si on nous appelle le backpack. Bref, désolée, je vous ai fait prendre une petite déviation là dans mon cerveau, mais du coup je me mets à créer à ce moment-là, et en fait je suis aussi confrontée à la critique. Je me souviens avoir regardé sur internet comment accepter la critique. Tellement c'était la première fois que je m'exposais en ligne comme ça. Au final, j'ai pas eu énormément de critiques négatives. J'en ai eu quelques-unes où ça m'a dupée, c'est que ces personnes m'ont dit que c'était des critiques constructives. Mais elles n'étaient pas constructives, ces critiques. Il y en a qui m'ont fait des critiques sur la technique. Bon, j'étais là... Pour quelqu'un qui fait un podcast, si vous saviez où j'ai enregistré mon podcast, à l'époque, mon beau-père, il avait une cabine de sauna. Je vais vous mettre une photo. Une cabine de sauna que vous pouvez avoir à la maison. Et comme je me suis dit que le son serait bien, j'ai enregistré dedans. J'ai enregistré dedans la nuit, quand tout le monde dormait, dans le garage. Trop drôle. Bref, du coup, pour quelqu'un qui a enregistré un podcast là-dedans, j'étais là... Oui, bien sûr qu'il y a genre 1000 trucs à améliorer dans la création. Non, il y a des critiques qui étaient voilà, sous l'appellation constructive, et au final, c'était genre éclaté au sol. Genre, il y a Nana qui m'a dit, en fait, on se retrouve pas dans les histoires que tu relates. Et je me suis dit, mais madame, je raconte mon histoire. Et aujourd'hui, c'est une tentative de faire entendre ces expériences-là à une plus large communauté. Soit vous vous retrouvez dedans, soit vous vous retrouvez pas dedans. Le but, c'est pas de parler pour toute la communauté. Du coup, j'ai trouvé ça assez étrange. Je vous avoue que cette critique-là m'a beaucoup déstabilisée. Quand j'ai dû quand j'ai fait un deuxième épisode de podcast, j'ai eu beaucoup de pression pour le deuxième. Parce que je pensais qu'à elle, les autres, c'est horrible de se focaliser que sur le négatif en plus. Mais comme elle m'avait dit un truc négatif, il fallait que ce soit parfait, quoi. Je me suis focalisée là-dessus, ça m'a beaucoup affecté. Et aujourd'hui, j'en parle, j'en sors petit à petit. C'est en 2024, ça fait 4 ans. J'ai arrêté de faire le podcast. J'ai arrêté en 2021. Bon, aussi parce que moi j'avais cette problématique qui était de rendre mon podcast accessible, donc avec une transcription écrite. Pourquoi il y a un vidéo ici? Voilà, il fallait qu'en fait que je fasse cette retranscription et que ce soit accessible pour plus de personnes. Parce que je trouve qu'on oublie beaucoup en fait les gens, soit qui sont sourdes, qui sont malentendantes. Et il y a beaucoup de podcasts qui font pas de retranscription. Il y en a qui ont les moyens et ils le font pas. Il y en a qui n'ont pas les moyens et ils peuvent pas le faire. C'est difficile. Mais si on pense par exemple à la radio, excusez-moi, mais la radio elle a tous les moyens du monde. Comment en tant que, je sais pas moi, radio du service public, on pouvait être aussi dans l'exclusion que ça.
La retranscription chez moi c'était assez difficile à faire, j'avais pas les bons outils à l'époque et ça me prenait tellement de temps que j'arrivais pas à... On mettait à peu près 1 heure pour retranscrire 5 minutes. Vous vous rendez compte, 5 minutes 5 minutes sur, je sais pas moi, un épisode de 40 minutes. Du coup c'était impossible, j'arrivais pas à avoir une discipline là-dessus. C'était difficile pour moi. Ça s'est repassé. J'arrivais pas à faire tout simplement ce que je m'étais promis. C'était plus facile de faire un podcast et pas le transcrire. J'ai pas voulu le faire. Et encore maintenant, parce que doesn't sit with me right. J'ai eu l'impression de pas respecter mes engagements et mes valeurs en faisant tout simplement un podcast sans le retranscrire. Du coup, le perfectionnisme là, il m'attaque à la fois dans mon incapacité à faire la retranscription, mais aussi avec ces commentaires que j'ai en tête qui me hantent. Je me dis mais comment j'ai pu laisser passer ça. Et au final c'était qu'un seul commentaire comme ça. Vous vous rendez compte, je me suis focalisée sur un seul commentaire alors qu'à côté il y avait littéralement, je sais pas moi, des centaines et des centaines de commentaires ou de messages hyper positifs, hyper contents, encourageants. Et moi je me suis focalisée sur 2 pauvres commentaires. Et c'est ça tout le mind game du perfectionnisme sur vous. J'étais censée faire coudre ce jacket, je l'ai jamais fait. J'étais la bridesmaid de ma belle-sœur. C'était trop cool. Du coup, avec toutes ces critiques-là et le perfectionnisme qui nous tombe au-dessus, on se dit, on se met dans une espèce de course avec qui, je ne sais pas. On se compare beaucoup et on veut toujours faire plus, toujours. Et malgré tout ça, j'avais l'impression d'avoir rien fait. C'est beaucoup déjà de créer un projet artistique, créatif, à côté de sa vie. Comment j'ai pu croire que j'avais rien fait et je ne me souvenais pas de mes accomplissements, des tâches que j'ai pu faire, jusqu'à même carrément oublier le projet sur lequel vous avez travaillé. Ah là là, rude, il doit pas oublier. Vous entendez? Comment on fait pour que les pierres ne tombent pas? C'est un série que j'avais mis au mariage de ma sœur. Enfin, ma cousine. En Inde, on n'a pas trop des liens de cousin-cousine. On les acknowledge pas trop. On est direct sur du sœur, frère. Du coup, c'est cool. Enfin, moi, j'ai pas eu de sœur, donc je me dis, c'est cool d'avoir des sœurs. Bon, après, c'est mieux si votre sœur vous soutient dans votre vie, quoi. Du coup, avec tout ça, c'était assez difficile de keep track des accomplissements. Parce qu'en plus, c'est pas comme si vous aviez toute l'énergie du monde pour créer, en fait. En 2021, je me souviens avoir parlé à une copine qui me disait crée un vision board et tu verras que ça te donnera une espèce de sensation de contrôle, tu vois. Je lui dis, j'ose pas le faire. Et je lui dis en fait que j'ai peur de mettre une vie ambitieuse sur papier. Genre, j'ai peur de rêver pour une vie réussie, selon mes critères de réussite à moi, sur papier. Donc le perfectionnisme, il vous empêche même de rêver. C'est étrange, non? Comme réaction. Ah, il pleut. Et on est en 2021, et la première fois que je ferai ce vision board, ça sera en décembre 2022. Je m'assois avec une copine. On est en décembre à ce moment-là. Fin d'année. Et je me mets à faire ce vision board. Je regarde une structure très simple en ligne. Et je me dis que je vais suivre ça. Assez difficile sur le moment. Mais je parviens à le faire. Alors bien sûr, comme j'ai pas envie de rater, je le fais au crayon d'abord. Et j'attends quand même quelques jours, même semaines, avant de le finaliser. Et là j'écris au stylo dessus.
Et je pense que ça a été un des bons outils de développement personnel que j'ai mis en place pour 2023. Ce vision board, il a agi comme une boussole. Je l'ai mis à un endroit que je fréquentais tous les jours. C'était mon bureau. Et comme ça, je savais qu'il était là. Même si je le lisais pas tous les jours, je savais qu'il était là, dans un coin. Sur ce vision board, j'ai mis des objectifs ambitieux, parfois pas assez ambitieux, je crois. Ça m'a servi quelque part, voilà, de feuille de route. J'étais pas obligée de respecter tous ces objectifs. D'ailleurs, il y a une partie du calendrier que j'ai jamais remplie. Ça me faisait encore peur. Mais c'est life in progress, right? Depuis que je fais cet exercice de vision board, et bien là, je me souviens de mes accomplissements. Parce qu'ils sont écrits en fait. Depuis que je fais ce vision board, j'arrive plus à me souvenir des projets dans lesquels je me suis investie, les objectifs que je m'étais fixés, qu'aujourd'hui si je les ai atteints, c'est parce que j'ai bien fait des choses. Ça peut pas arriver tout seul, ça peut pas tomber du ciel. Dans la même veine que ça, il y a faire un success board, je crois. Un tableau où vous mettez tout ce que vous avez fait. Comme le principe de la to-done list, c'est une liste où vous notez toutes les choses que vous avez, toutes les tâches que vous avez accomplies. Je trouve ça vraiment bien parce que on a tellement la tête dans le guidon pour certaines choses. Meilleur investissement de l'année, ce robot. Faut juste débarrasser le sol de potentiels obstacles, les chaises, les tapis. C'est vraiment en 2023 où j'ai eu l'impression d'avoir fait des choses, mais parce qu'en fait j'ai fait cette liste d'objectifs, de tâches, de missions, et je me suis mise des rappels dans ma maison, notamment via ce vision board, qui me rappelaient si j'ai fait ou si j'ai pas fait des choses. Parfois, en fonction de votre humeur, vous pouvez le sentir comme une pression de ne pas avoir fait certaines choses, et parfois ça vous rappelle que vous avez fait des choses, et aussi c'est un bon motivateur, j'ai l'impression. Je sais quand vers la fin de l'année, quand je regarde mon vision board, hop, ça me remet de la motivation. Ça a plutôt bien marché. Ça veut pas forcément dire que j'ai atteint tous mes objectifs, pas du tout. C'est juste que j'ai eu un plan et j'ai stick to the plan. 23, c'était aussi l'année où je ne me suis pas sentie mal organisée, comme si j'allais dans tous les sens, sans objectif, sans feuille de route. J'avais certes beaucoup d'ambition et beaucoup de projets, que j'ai réussi pour certains et que d'autres, je me dis juste que je les reporte dans une autre temporalité. Ça fait que chaque fois que vous créez votre vision board, vous ne mettez pas des nouvelles choses. Moi par exemple, j'avais pour objectif de commencer à écrire un livre et je ne l'ai pas fait en 2023. Du coup, je le mets juste en objectif pour 2024. J'avais pas l'impression de subir mon année. En tant que créatrice, c'est aussi important de prendre du temps, de regarder ce qu'on a fait, de faire une pause et de regarder en arrière, de regarder tout le parcours qu'on a accompli. Je pense que c'est une bonne manière d'agir, surtout si la création, c'est quelque chose de très important chez nous. Vers l'avant, on regarde toujours en fonction de nos objectifs, mais on prend jamais le temps de se poser, de faire des bilans, de regarder nos victoires, nos échecs, nos leçons de vie. Et sur le long terme, en fait, ça va pas du tout. Je sais que là, on est en avril 2024 et que on a bien entamé l'année. Mais le vision board, c'est pas quelque chose de fixe qui marche d'année en année. Enfin, genre janvier, 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez mettre en place ce genre d'outil à tout moment de l'année. Je pense pas qu'il soit tard pour commencer à faire cet exercice. Et je pense surtout qu'il vous donnera la sensation d'avoir un minimum de contrôle. Moi, je suis quelqu'un d'assez visuel. J'ai besoin d'avoir des rappels graphiques dans ma maison. C'est pour ça que le vision board, c'est important et qui m'aide énormément. Mais il y a peut-être des personnes qui ont d'autres solutions, d'autres alternatives. Juste de savoir quels sont les outils que vous utilisez pour garder une espèce de régularité dans vos actions. Je vous ai partagé quelques aspects du rapport que j'ai au perfectionnisme, comment parfois le perfectionnisme arrive à me lessiver, mais c'est pas une fin en soi. Il y a des moyens, il y a des techniques
pour confronter ces perfectionnistes et pour avoir une sensation de contrôle. Là, on n'a pas le contrôle complet, on est d'accord, mais on a, je pense que, je sais pas si on a 50% de contrôle, je pense qu'on a 50% de contrôle sur, en tout cas, les actions qu'on peut mettre en place, et ensuite, les conséquences, c'est pas nous qui les maîtrisons. Mettez-moi en commentaire les alternatives de développement personnel que vous avez mises en place chez vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Maintenant que cette pièce est rangée, j'aimerais bien mettre des photos, des petites photos encadrées. Voilà, mais ça sera, je pense, dans la prochaine vidéo.